Well, good morning, everyone, and welcome to this press conference on behalf. Bonjour à tous. Au nom du FMI et du groupe de la Banque mondiale, ce matin, nous allons parler du coronavirus, de l'épidémie du Covid-19. Il y a eu beaucoup d'actions, d'activités, à la fois de la part du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Nous sommes ravis d'avoir à nos côtés la directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva, ainsi que le président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur David Malpass. Je vais leur demander de prononcer quelques mots, de faire une déclaration. Nous avons ici dans cette salle des journalistes ainsi que des journalistes qui nous suivent en ligne, à qui nous allons tenter de donner la parole également. Je vais vous demander de rester bref. Vos propos seront enregistrés. Kristalina, vous avez la parole. Merci. Nous venons d'avoir une téléconférence avec l'organe directeur, le CMFI, qui représente les 189 pays membres du FMI. Cela fait preuve d'une unité de la part des pays membres vis-à-vis de cette épidémie, un engagement à agir de manière coordonnée. Avant de continuer, j'aimerais exprimer ma sympathie la plus profonde à ceux qui sont affectés partout dans le monde. Nous sommes déterminés à agir afin de réduire les risques et les répercussions sur les populations. J'aimerais tout d'abord cadrer l'objectif de cette téléconférence. Tout d'abord, quelles sont les répercussions potentielles sur l'économie mondiale, sur la base de ce que nous savons et sur la base de ce que nous ignorons à propos du coronavirus. Deuxième chose, nous concentrer sur un cadre pour réfléchir à ces chocs. Les membres du FMI, de la Banque mondiale et d'autres organisations pourraient venir en aide dans le cadre de cette crise de manière coordonnée. Et comment se faire ? Ensuite, par le biais de cette coordination, d'apprendre les uns des autres, surtout de la part des pays qui sont vraiment sur le devant de la scène. Nous savons que ce virus se répand très rapidement. Un tiers des pays membres sont affectés et cela nécessite donc une action collective et coordonnée à l'échelle internationale. Nous savons que cette épidémie baissera en intensité, mais nous ne savons pas à quel rythme et nous ne savons pas encore quelle sera la réaction de ce virus lorsque les traitements seront disponibles à grande échelle. Nous savons que ce choc est quelque peu inhabituel puisqu'il agit à la fois sur l'offre et la demande. L'offre est perturbée à cause de la mortalité et la mobilité, mais également en raison de la mobilité réduite et du resserrement du crédit, ainsi que de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Nous savons également que la demande chute en raison d'un haut degré d'incertitude, des efforts de confinement, d'un comportement vigilant et des coûts financiers en hausse qui réduisent notre capacité à dépenser. Les effets vont se répandre par-delà les frontières.
Notre expérience nous montre que un tiers des coûts économiques seront en fait directs. Perte de vie, fermeture des lieux de travail, quarantaine. Et les 2 tiers restants seront indirects, en fait un repli sur le plan de la consommation et des entreprises et un resserrement des marchés financiers en raison de ces incertitudes. Nous savons également que nous avons un système financier solide, beaucoup plus résilient qu'il ne l'était avant la crise financière mondiale. Cela dit, nous sommes confrontés à l'incertitude. Et c'est sur cette base que nous établissons nos projections. D'après nos projections, la croissance mondiale en 2020 tombera sous le niveau de l'année passée, mais nous ne savons pas quel sera le degré de cette chute ni la durée de cette baisse. Tout cela dépendra de l'épidémie, mais également de l'efficacité et de nos ripostes dans les délais. Et j'aimerais justement parler de cette riposte. Tout d'abord, la priorité, c'est d'assurer les dépenses en matière de santé pour prendre soin des malades et ralentir la propagation du virus. Je ne peux que souligner à quel point il est urgent pour les autorités de réaliser ces dépenses en matière de santé et d'agir en réponse à la demande par le biais de l'offre, des traitements, soins et produits sanitaires. C'est un énorme défi pour les pays dont les capacités sanitaires sont plus faibles. Cela appelle à mettre en place un mécanisme coordonné afin d'accélérer cette réponse à la demande par le biais d'une offre. En apportant donc ce qui est nécessaire à l'intervention du système de santé. Et le FMI et la Banque mondiale, de leur côté, assument leurs responsabilités pour mettre en place ce mécanisme coordonné. Deuxième chose, il y a des mesures macro-financières pour faire face au double choc de l'offre et de la demande que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut prendre des mesures qui ne seront pas regrettées par la suite pour atténuer les effets en ciblant en priorité les ménages qui sont le plus affectés, les pays qui sont le plus affectés. Et il faut justement avoir ces mesures, ces actions ciblées. Notre rôle est d'accélérer la diffusion de bonnes pratiques pour que la communauté internationale puisse à son tour agir de manière plus rapide et plus efficace. Nous sommes confrontés avec un affaiblissement de la demande. Cela agit sur la confiance, a des retombées sur le tourisme, le prix des produits de base, les conditions de financement, et cela requiert des mesures pour appuyer la demande et assurer un approvisionnement de crédit. Des liquidités supplémentaires devront être débloquées pour atténuer les risques, et beaucoup de banques centrales souligne l'importance de planification d'urgence pour justement faire face aux perturbations dues par exemple au télétravail.
Cela est très rassurant. C'est une situation qui évolue très rapidement. Il nous faut donc être coordonnés et nous sommes vraiment déterminés à agir. Alors, que peut faire le FMI? Quelle sera notre intervention? Nous serons une force, un soutien pour les pays membres qui sont à risque, y compris ceux ayant des systèmes de santé faibles, n'ont pas l'espace nécessaire pour les mesures, qui sont exposés à des baisses de prix, des prix des produits de base, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux retombées. Nous, avec M. Malpass, nous sommes profondément inquiets des pays à faible revenu et les pays les plus vulnérables, puisque leurs besoins financiers sont en hausse exponentielle, et alors que le coût humain économique du virus augmente. Alors, nous avons pour ces pays plusieurs sources. Tout d'abord, grâce à la générosité des pays membres, nous avons une capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars. Pour les pays à faible revenu et pour les pays à revenus moyens émergents, nous avons des facilités de financement d'urgence à décaissement rapide de 10 milliards de dollars qui ne sont pas décaissés dans le cadre d'un programme. En fait, cela permet aux pays admissibles, aux pays les plus pauvres, à avoir accès à une aide pour le service de la dette. Nous avons 1 milliard de dollars. Nous devons accroître cette capacité. Donc nous sommes là pour appuyer nos pays membres. Comme je l'ai dit, nous avons les outils pour ce faire et nous travaillons en étroite coopération avec les institutions partenaires. Merci. Monsieur le Président Malpass de la Banque mondiale, merci. Je vous remercie, Kristalina, pour la coopération et la collaboration, la coordination. À mon tour, je voudrais exprimer ma solidarité aux familles et aux communautés qui seront touchées ou qui le sont par cette tragédie et ce virus. Vous avez parlé du CMFI. Je voudrais vous parler d'une autre structure de gouvernance distincte. Hier, au conseil d'administration de la banque, j'ai parlé d'une enveloppe de 12 milliards de dollars. La Banque mondiale œuvre pour agir rapidement en fonction des besoins des pays en développement. Nous allons présenter des opérations de lutte contre le virus en mars parce que, à présent, il faut sauver des vies. L'ampleur de la réponse est essentielle pour son efficacité. Elle sera plus efficace si elle est élargie et si le maximum de pays est mis à contribution pour éviter la transmission du virus. Nous fournissons également de l'assistance technique et des biens et services pour prévenir la transmission. Cela comprend des équipements de laboratoire et des kits pour détecter rapidement et effectuer une traçabilité du virus. Il y aura des masques. Et il y aura également des installations de mise en quarantaine qui seront construites. Tout cela fait partie de l'enveloppe annoncée hier. En outre, avec l'OMS et le FMI, nous travaillons de près pour l'acquisition de ces équipements et sur d'autres aspects techniques, nous avons besoin d'un système de surveillance communautaire en temps réel. Cela est également couvert par cette enveloppe. Je parle de 12 milliards, dont 6 milliards proviennent de la BERD et de l'IDA. Cela
nous permet de fournir une protection particulière aux pays pauvres. En outre, 6 milliards de dollars seront fournis par l'IFC. C'est important, c'est un financement du secteur privé. Il est rapide, il prend la forme de capital de fonctionnement et également de capital commercial, d'aide au commerce. Ça fait partie des services essentiels à fournir en temps de crise. Par ailleurs, des ressources supplémentaires pourraient être fournies selon les besoins. Hier, 12 pays avaient exprimé des besoins. Nous avons également eu un mécanisme de financement en cas de pandémie, les obligations PEF. Cela pourrait être une autre source de financement si elle est déclenchée. Pour vous expliquer, ce ne sont pas des fonds provenant de la Banque mondiale, ce sont des fonds provenant des marchés de capitaux et qui sont déposés dans ce mécanisme et c'est une autre source potentielle d'assistance. Pour ce qui est des aspects économiques, bien entendu, il y a une incertitude sur le plan de la santé. C'est aussi le cas sur le plan économique. Avec le FMI, nous faisons une analyse approfondie des chaînes d'approvisionnement mondiales, du tourisme, de la baisse des cours des matières premières et du lien avec la dette des entreprises. Il est évident que les petites entreprises et l'innovation auront besoin de financement. Cela se fera à travers un taux de financement flottant à court terme. Et c'est précisément ce que la Banque mondiale fournit. Il est important que les mesures de relance budgétaire ne soient pas financées au détriment du capital de fonctionnement. C'est celui dont les entreprises ont besoin pour les importations et pour réapprovisionner leurs stocks. C'est essentiel en temps de crise. Nous savons que le montant de capital gelé dans le monde a considérablement augmenté. La Banque mondiale essaye de libérer ce capital et de faire en sorte qu'il se transforme en capital de fonctionnement. En somme, l'ampleur et la rapidité de la riposte est cruciale pour son efficacité et nous en sommes conscients. Au-delà de cela, il est également important d'accroître la résilience au choc, d'améliorer les systèmes de santé et de mener des réformes structurelles propices à la croissance. Il faut également améliorer le capital de fonctionnement pour que la croissance reparte plus rapidement après cette crise. Merci. Nous allons passer aux questions. Vous veuillez vous présenter, donner votre nom et de l'organe de presse que vous représentez et soyez rapide et bref. Nous allons commencer ici. Merci beaucoup. CCTB. J'ai quelques questions. Premièrement, la directrice générale a parlé de la mise à jour sur les perspectives économiques mondiales. Il y a également eu une mention de l'activité en Chine et il y a eu une reprise de l'activité en Chine. Qu'avez-vous à dire au sujet de la Chine? Puisque M. Malpass a parlé de réformes structurelles, beaucoup de pays sont aux prises avec le coronavirus. Certains s'en sortent bien et d'autres pas. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale estiment que cette crise a mis au jour des facteurs de vulnérabilité qu'il faut combattre à l'avenir? Pour ce qui est de nos projections, malheureusement, cette dernière semaine, nous avons constaté un passage à un scénario moins optimiste pour l'économie mondiale. Nous travaillons sur les mises à jour de ces projections et celles-ci seront présentées
dans le cadre de la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, dans tous les scénarios que nous avons examinés, la croissance en 2020 sera inférieure au niveau observé en 2019. Pour ce qui est de la Chine, les autorités chinoises nous ont fait part des évolutions encourageantes, à savoir la reprise des activités. 60% des activités ont été reprises et ce taux pourra atteindre 90% au cours des prochaines semaines. C'est une bonne nouvelle pour la Chine et pour le monde entier. Nous aimerions avoir une compréhension plus profonde des spécificités de cette épidémie avant de vous présenter une évaluation et une marche à suivre. Donc, je vous demande de faire preuve de patience. L'incertitude autour de la propagation de ce virus au-delà de la Chine nous demande d'être extrêmement vigilants. Monsieur Malpass. Oui, quelques réflexions. Pour ce qui est des leçons tirées, il est encore tôt. Ce que nous savons, c'est que lors des crises précédentes où la Banque mondiale est intervenue, nous avons évidemment utilisé des outils. Ces outils ont été évalués et ces évaluations sont utilisées pour examiner les répercussions de cette crise. Il faut mettre l'accent sur les systèmes d'information lors de cette crise et les pays doivent être préparés à une éventuelle catastrophe, parce que ces catastrophes, comme on le sait, ne sont pas rares. La prévention doit être le point de départ et il y a des pays qui sont mieux préparés à faire face à cette crise et ils peuvent intervenir pour faire face à cette crise. Cela est crucial justement pour limiter la propagation du virus. Il y a un besoin de système sanitaire, de savoir-faire et le travail que fait la Banque mondiale se focalise précisément sur ces systèmes sanitaires. Nous avons des outils spécifiques pour riposter aux catastrophes et ces outils peuvent justement être utiles aujourd'hui. Donc, nous examinons constamment les différents outils que nous pourrons utiliser et qui seront efficaces. Andrea? Reuters, Andrea de Reuters. Merci. Je comprends qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que vous ne pouvez pas nous donner des projections précises, faire des projections précises en ce moment. Pouvez-vous être plus précis et pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé au courant de la dernière semaine, poussant la communauté internationale à se mobiliser? Par exemple, la Fed a baissé les taux hier. La deuxième partie de votre question est plus directe. C'est l'expansion géographique de l'épidémie dans le monde qui a mobilisé la communauté internationale. Comme je l'ai dit, un tiers de nos pays membres a enregistré des cas de personnes atteintes du coronavirus. En outre, des connaissances ont été accumulées sur les modes de propagation du virus. Hélas, le virus se répand sans pouvoir être détecté et c'est contraire aux idées que nous avions au départ. Donc,
le virus ne se limite plus à la Chine et à un petit nombre de pays asiatiques limitrophes de la Chine. Donc, les répercussions ont évolué. J'insiste sur le fait que nous avons examiné plusieurs scénarios. Nous avons dit clairement que si la Chine était la seule touchée et si l'épidémie pouvait être endiguée en Chine, l'effet serait limité et serait en V. On aurait un effet en V. Pour répondre à votre question, ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que, comme nous l'avons dit, nous avons un scénario de référence avec un effet limité. Il y a aussi des scénarios plus défavorables et nous acheminons malheureusement sur le terrain de ce scénario défavorable. Mais avant de faire des projections, nous voudrions mener des évaluations. Les deux facteurs qui vont déterminer les annonces des prochaines semaines seront d'abord en apprendre davantage sur l'épidémie et en plus attendre en savoir plus sur les mesures prises et leur efficacité. Désolée, puisqu'elle a demandé des précisions, je vais essayer de lui en donner. La meilleure précision que je puisse vous donner, c'est que ce que nous évaluons actuellement, c'est quelles sont les répercussions au bas de l'échelle dans les pays et comment cela peut être cumulé et analysé à notre niveau. Tant que nous ne saurons pas la durée de l'épidémie, nous serons confrontés à une plus grande incertitude. Ce matin, nous constatons un degré élevé de mobilisation et de coopération. C'est très impressionnant et je suis persuadée que M. Malpass est d'accord avec moi. Les mesures qui sont prises dans de nombreux pays sont bien ciblées. Elles contribueront à atténuer les effets de la crise et nous l'espérons à la raccourcir. Et juste pour ajouter sur les aspects économiques, nous allons étudier les effets sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et le secteur privé. Dans notre enveloppe, il y a 6 milliards de dollars de l'IFC, la branche secteur privé de la Banque mondiale. Cette enveloppe répond à certaines des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement que nous constatons. Please. Hello. Bonjour, Alfonso Fernandez de FE. Hier, la Réserve fédérale a baissé son taux directeur dans une mesure urgente. Est-ce que vous pensez que cela a conforté les marchés ou au contraire a attisé leur peur? Ce qu'il est important de reconnaître, c'est le fait que les banques centrales travaillent toutes en étroite coopération. Le degré de coopération ces derniers jours à l'échelle mondiale a augmenté. Nous devons mettre en œuvre des mesures qui peuvent accroître la confiance. Les banques centrales agissent de manière différente parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes marges de manœuvre, pas toutes les mêmes priorités. Nous aimerions que la stabilité financière reste une priorité
alors même que le système financier est solide. Nous avons beaucoup fait depuis la crise financière pour être dans une meilleure posture. Quels sont les risques qui sont anticipés? Et un de ces risques est lié à l'accès au crédit. Nous n'avons pas encore des preuves concrètes, mais il faut garder cela à l'esprit. Un message important a été diffusé aujourd'hui de la part de nos membres. En temps incertain, il vaut mieux en faire plus, en faire trop peut-être que pas assez. Cela s'applique au système sanitaire, mais également aux mesures qui sont prises et au capital d'exploitation, au fonds de roulement. Oui, comme l'a dit David. Donc oui, le crédit pour répondre aux besoins de croissance à court terme. Merci. Bloomberg in the front row. Eric. Bloomberg, à la première rangée. Bonjour. Eric Martin de Bloomberg News. J'ai une question pour la directrice générale. Vous avez parlé du fait qu'il y a un certain degré d'imprévisibilité pour ce qui est des répercussions sur la croissance mondiale et vous avez parlé d'une révision des perspectives économiques mondiales. Est-ce que vous étudiez la possibilité d'une récession mondiale? Monsieur le Président et Madame la Directrice générale, pouvez-vous nous parler des procédures au sein du CMFI et du Comité de développement? Nous comprenons que la réunion élargie s'est tenue à distance. Est-ce que les deux organes ont pensé à coordonner leur action? Je vous remercie pour vos questions. Au risque de me répéter plusieurs fois, je peux dire avec confiance que cette année, la croissance sera plus faible que l'année dernière. Nous devons minutieusement analyser les données par pays et au niveau mondial. En coopération avec la Banque mondiale, nous ferons ce travail avant de présenter les scénarios et de les annoncer. Toujours au risque de me répéter, c'est la durée de l'épidémie qui est difficile à prédire en ce moment. Des mesures sont en train d'être mises en place. Nous en verrons les effets au fil du temps. À mon avis, il existe un degré élevé de coopération qui est nécessaire en des temps comme ceci. Cela nous permettra de sortir de cette crise encore plus fort. Nous en reparlerons. Rendez-vous est pris. Pour répondre à la question sur la réunion à distance, rappelez-vous que la croissance l'année dernière était déjà faible. Elle a pesé sur les pays en développement et pauvres. Nous en parlerons au cours de la réunion du comité de développement en avril. Elle devrait être virtuelle. Donc, elle bénéficiera d'un support audiovisuel et la Banque mondiale est prête à organiser cela. Nous y sommes préparés. Si la croissance déjà faible ralentit davantage, cela crée des difficultés. Il est donc important de ne pas réduire le capital de roulement qui est crucial. C'est un critère essentiel
parmi les mesures à prendre. Toujours concernant la réunion virtuelle, deux choses. Premièrement, ce matin, il y en avait une, elle était très efficace. Tout le travail du comité a été effectué. Maintenant que nous préparons les réunions de printemps, nous aurons d'autres échanges de fonds. Je ne voudrais pas que vous pensiez que nous abandonnons le programme des réunions d'avril. Seules les modalités et le format changeront. Pour ceux qui sont des fervents combattants du changement climatique, ce printemps, notre empreinte écologique baissera. Donc, l'environnement, au moins, en sortira gagnant. Thank you. Merci beaucoup, Jerry. Taishi Media. Première question au propos de la baisse du taux directeur. Certains marchés semblent penser que ce n'est pas suffisant. Pensez-vous qu'il y aura une baisse ultérieure du taux directeur? Et pour les pays qui n'ont pas de marge de manœuvre pour changer leur politique monétaire, pensez-vous que l'heure est venue d'avoir un paquet de relance? Alors, les mesures macro-budgétaires sont prioritaires pour remédier aux vulnérabilités du système sanitaire. Avec les ministres des Finances ont exhorté les autorités sanitaires à financer en priorité les mesures qui sont cruciales pour la sécurité des populations. Les personnes d'abord, donc les masques, l'infrastructure pour le confinement si nécessaire, comme l'a dit M. Malpass tout à l'heure, les respirateurs, et puis l'équipement de protection pour que le personnel de santé puisse faire son travail. Et encore une fois, il faut avoir une politique sans regret, nous concentrer sur ce type de mesures et fournir un financement aux pays pour qu'ils puissent se procurer ces outils, ces équipements. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé d'un mécanisme coordonné pour faire face à la demande qui est en hausse, tout en augmentant la production, changer peut-être les établissements de production, les utiliser à d'autres fins. Donc il faut des mesures bien ciblées pour faire face au double choc de l'offre et de la demande. Et des mesures de cette nature ont déjà été mises en œuvre dans un grand nombre de pays. Par exemple, le financement des dépenses en matière de protection sociale, veiller à ce que les gens puissent rester chez eux tout en ayant les moyens de subvenir aux besoins de leur famille puisque les écoles sont fermées, un soutien aux PME, une restructuration provisoire de la dette, c'est-à-dire permettre des échéances plus longues, de 2 ou 3 mois, et, comme l'a dit M. Malpass, avoir les fonds de roulement nécessaires.
Donc voilà, les mesures que nous recommandons fortement. Oui, tout à fait. Et veiller à ce que les banques centrales et leurs mesures ne portent pas atteinte à ces fonds de roulement qui sont nécessaires. Pour répondre à votre question sur la politique monétaire et des mesures de relance, en fait, ce que les pays peuvent faire aujourd'hui, c'est de prendre les mesures pour améliorer leurs mesures pour accroître ou améliorer leurs perspectives de croissance. Ce n'est pas tant un paquet de mesures de relance temporaire, mais plutôt des mesures pour accroître la croissance. Et il y a beaucoup de pays qui saisissent l'occasion pour mettre en œuvre des mesures structurelles qui permettraient d'accroître la demande. Nous allons répondre à quelques questions en ligne. Elles sont nombreuses. Elles viennent de différentes parties du monde. La première s'adresse à la directrice générale et au président. Elle vient de Today News Africa. Quelle est l'ampleur de l'aide que les pays d'Afrique subsaharienne peuvent attendre du FMI et de la Banque mondiale pour faire face aux effets économiques du coronavirus? Nous avons procédé à une évaluation rapide des risques des pays qui sont le plus à risque en raison de 4 facteurs: système de santé faible, vulnérabilité au choc de prix en raison de leur orientation vers l'exportation de matières premières, vulnérabilité à la contagion des autres pays et marge de manœuvre budgétaire limitée. Il ressort de cette analyse que l'Afrique subsaharienne retient l'attention. Nous disposons de 10 milliards de dollars à taux d'intérêt nul pour les pays à faible revenu. La priorité sera accordée aux pays africains qui ont déjà été confrontés à des difficultés. Certains d'entre eux ont un programme avec le FMI. Nous avons également un fonds fiduciaire à la disposition des pays à plus faible revenu. Et cela leur permettra de s'acquitter de leurs obligations envers le FMI. Et cet espace budgétaire leur permettra de financer des investissements prioritaires. La Banque mondiale a les ressources au titre de l'IDA 19 et de l'IDA 18. Ce sont des ressources considérables pour les pays les plus faibles, les plus pauvres. Dans l'enveloppe annoncée hier, il est prévu d'accélérer la reprogrammation de l'aide pour faire face à la crise actuelle. Cela dépend des besoins des pays et tient compte des réformes et d'une amélioration des mesures dans les pays pour répondre aux besoins de santé actuels ou planifier pour l'avenir. Nous accélérons le processus de mise à disposition de ces fonds comme annoncé hier. Merci. Une question qui nous vient de Al Arabiya, du Moyen-Orient. Quels pourraient être les effets du coronavirus sur les projections pour les pays producteurs de pétrole? Les pays producteurs du pétrole ont déjà été affectés du fait de la baisse de la demande, la baisse des prix du pétrole, une baisse de plus de 15% depuis le début de l'année, ce qui se traduit par une perte de plus de 10 milliards de dollars à travers la région des pays exportateurs de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'effet sur la croissance?
La plupart des pays disposent de marges et l'heure est venue peut-être d'utiliser ces marges. Et c'est ce que nous recommandons à tous les pays. Il faut en priorité assurer les dépenses en matière de santé. Et nos projections plus détaillées seront présentées une fois que nous aurons dissipé les incertitudes. Mais il est évident que la croissance, nos projections de croissance seront inférieures au scénario de référence. Une autre question. De GG Press et sur le Japon. Elle s'adresse au FMI. Le FMI a annoncé que la croissance chinoise sera inférieure de 0,4 points de pourcentage cette année. Est-ce que cela tient toujours? Qu'en est-il du Japon? Et quelles sont les perspectives de croissance? Et cette question s'adresse aux deux dirigeants des deux institutions. Pour ce qui est des effets du coronavirus sur la Chine, la croissance devrait ralentir, passant de 6% à 5,6%. C'était notre scénario de référence reposant sur deux hypothèses importantes, notamment que la crise se limite à la Chine et ne se propage pas à travers le monde. Et deuxièmement, que l'épidémie soit pleinement endiguée. Ce n'est pas le cas. Cette semaine, nous constatons que le scénario de référence ne tient plus. À présent, nous étudions des scénarios défavorables, y compris pour la Chine. Les effets sur la croissance chinoise sont plus prononcés. Les autorités chinoises elles-mêmes sont conscientes du fait que la croissance ralentira cette année. Une fois encore, nous devons faire des calculs. Je regrette de dire que le scénario de référence n'est plus valable. Je vais ajouter que nous continuons de recevoir des données et nous suivons la croissance. Je souligne cependant que le secteur privé a une attitude prospective. Et la question est de savoir que pense la communauté mondiale quant aux effets? C'est une question de confiance, de fonds de roulement, de réformes structurelles et de réformes réglementaires. Il y aura une réaction dynamique de la population mondiale en fonction des mesures perçues. Nos efforts de coordination visent à montrer que le FMI et la Banque mondiale sont déterminés et j'en veux pour preuve la déclaration du CMFI. Nous voyons que le secteur privé songe aux futurs investissements alors que nous continuons d'en apprendre plus sur l'ampleur de la crise. À présent, je voudrais dire quelque chose de très important. L'histoire nous enseigne quelque chose au sujet de ce type d'épidémie. Elle finira par reculer. Un vaccin ou un traitement, des mesures de protection seront trouvées pour la communauté internationale. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est établir une passerelle entre l'instant présent et le moment de la reprise pour faire en sorte que dans l'intervalle, les effets soient atténués surtout et avant tout sur les personnes et bien entendu sur les entreprises et l'économie. C'est pourquoi j'exhorte à concentrer les mesures coordonnées de manière efficace.
Merci. C'est la dernière réponse, à moins que le président Malpass souhaite ajouter quelque chose. C'était une bonne conclusion. Je voudrais juste remercier tous ceux qui sont présents. Merci Kristalina pour la coordination et pour avoir joué un rôle de chef de file au niveau du CMFI ce matin. Au cours des 2 prochaines semaines ou 3 semaines, nous réagirons rapidement aux besoins des pays en travaillant ensemble. Merci, Monsieur le Président Malpass, Madame la Directrice Générale Georgieva. Merci à ceux qui sont présents ici et en ligne et nous resterons en contact au cours des prochains jours. Merci beaucoup.